Et yop les petits potes, comme d'habitude, un nouveau x10 vient de sortir, je vous fais la petite vidéo de présentation des champions, c'est parti, let's go. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le champion Void. Alors là, du coup, on va parler de Leorius. On se retrouve non pas dans le catalogue, mais cette fois-ci dans ma box parce que j'ai Leorius et que c'est un personnage de fou. Donc en premier, on va quand même regarder les compétences. Déjà, un passif qui fait que, ici, regardez bien, place instantanément un buff intuable d'un tour sur ce champion avant qu'il ne reçoive un coup fatal. En gros, c'est comme une couronne crâne, c'est comme un buff suive pari, parade vivace. Ça va faire en fait que votre personnage va se mettre intuable et là c'est à 100% de chance à part s'il a un break passif sur lui-même. Derrière, effet passif également, les dégâts augmentent à mesure que les PV du champion baissent, donc plus 1% de dégâts pour 1% de PV perdu. Il a une petite aura de 24% de taux crit dans toutes les batailles, ok. Et là ici du coup sur ses sorts, sur son A3, il attaque tous les ennemis ici, possède 100% de chance une fois book, de placer une peur absolue pendant un tour, donc il lui faut de la précision. Et également avant d'attaquer, possède 80% de chance ramené à 100%, du coup de mettre un affaiblissement, donc hyper fort sur tous les ennemis. Ici sur la 2, attaque 2 fois tous les ennemis, et en plus de ça, ce champion est immunisé contre les debuffs de contrôle en tout genre, tant que cette compétence n'est pas en recharge. Donc hyper fort du coup le Leorius ici. Et vous voyez que les books ils donnent plus 10, c'est juste énorme. Ici du coup attaque 2 fois un ennemi, chaque frappe possède 60% de chance de placer un debuff réduction de défense de 60% pendant 2 tours. Et puis les dégâts sont augmentés de 20% si la cible possède moins de 60% de ses PV. Donc du coup sur la deuxième frappe, très souvent, du coup les dégâts seront augmentés. Et encore une fois, plus 10%, plus 10%, plus 10%. Là également. Donc en gros, champion de fou, je pense vous faire un guide sur lui parce que j'ai la chance de l'avoir dans la box et qui fait des choses de fou. Simplement un petit aperçu, regardez, et encore je pense que c'est encore améliorable. 9 secondes sur du 12-6 Nightmare, d'accord, donc ça a battu le score de Marae qui était de 11 secondes, c'est un peu moins rapide que Itos, mais bon, en même temps Itos et je ne l'ai pas. Mais voilà, équipé un petit peu comme ça avec pas mal d'attaques, la vitesse je pense qu'il en faut un petit peu plus pour être encore plus rapide sur le Nightmare, mais pour de l'arène c'est bien comme ça. Et du coup avec du taux crit et du dégât crit, ça marche vraiment nickel. Donc voilà, je vous ferai un petit guide sur ce champion, vraiment un très bon champion à avoir, que ce soit pour de l'arène, pour du farm de campagne, et puis également très sûrement pour des boss de Doom Tower, l'hydre, bon bah très sûrement l'hydre peut-être normal ou difficile, la plupart des donjons, il peut solo le Minotaur aussi très rapidement, enfin voilà, un champion vraiment très bon, vous verrez ça dans le guide qui va sortir justement ce week-end après le x10. Champion d'après, bon bah pour ceux qui sont au courant, j'en ai 3 également. C'est un petit peu le x10 sur lequel je ne pense pas invoquer. Dracomorph, donc Dracomorph vraiment un champion qui a été désiré par plein de gens pendant très longtemps pour le boss de clan, avant généralement que Fane ne sorte. Maintenant Fane est quand même, je dirais, moins fort que lui, mais elle comble quand même pas mal le manque que peuvent avoir certaines personnes. Et du coup Dracomorph, voilà un personnage très fort, l'un on va dire des 3 seuls sûrs à 100% personnages sur le jeu à mettre un break def et de l'affaiblissement. Tous les 3 tours, vraiment hyper fort là-dessus. Également ici mes 4 poisons au hasard tous les 3 tours. Donc c'est juste énorme, et en plus ces poisons restent pendant 3 tours, ce qui est énorme également. Donc sur le boss de clan vous imaginez un petit peu le carnage. Et derrière, attaque un ennemi, et les dégâts sont augmentés de 10% pour chaque debuff dont est affligé la cible. En fait c'est pas rare que vous voyez un Dracomorph sur le boss de clan mettre des coups à 300, 350 000 pour du coup faire des dégâts à cause des autres debuffs qu'il y a déjà sur le boss. Donc c'est vraiment énorme, vraiment un très bon personnage. Et puis également du coup dans les donjons, si jamais il tue la cible, et bien du coup les dégâts qui vont rester par rapport au fait d'avoir tué la cible, les dégâts en plus vont être redirigés vers une autre cible complètement au hasard. Et puis là du coup ça va faire le triple de l'excédent de dégâts. Donc voilà, c'est pas rare non plus de voir des 600, 700 000, il y a même des records qui ont été faits encore plus haut que ça, parce qu'à un moment, les sorts pouvaient passer en critique, enfin en tout cas ce hit redirigé pouvait passer en critique. Maintenant comme vous le voyez ce n'est plus le cas, mais avant du coup ça donnait des trucs à plus de 1,3 million, etc. Donc vraiment énorme. Vraiment un très bon champion, principalement pour du boss de clan, pour des donjons. Pour de l'hydre il peut être très bien aussi. Pour de l'arène, bon c'est votre break def, pourquoi pas, break def affaiblissement. Mais voilà, un mob de fou,
Dracomorph quoi. Il y en a beaucoup qui je pense l'attendent énormément. Maintenant il y a des nouveaux mobs qui sont sortis, que ce soit Lydia pour le break def affaiblissement dans les donjons, que ce soit du coup Fane pour du boss de clan. Voilà, il y a des mobs qui peuvent remplacer un petit peu, on va dire, Dracomorph. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur Suzerain Khatoon. Alors, j'ai pas encore trop... Ça doit être break def en fait, la thématique de ce x10. Donc du coup, Suzerain Khatoon, un lead déjà intéressant, 33% de dégâts, enfin d'attaque en plus sur tous les alliés dans toutes les batailles, plutôt cool. Ici, sur son A3, il retire tous les buffs bouclier, blocage de dégâts et intuable sur tous les ennemis, puis les attaques. Place un buff réduction de soins sur tous les ennemis pendant 2 tours. Et il était impossible de bloquer la suppression du buff ou d'y résister, à part Brony. Ne me demandez pas pourquoi, mais le shield de Brony qui n'est pas enlevable résiste au fait de retirer à 100% quelque chose qui n'est pas résistable. Bon, voilà, Plarium, bon, c'est pas logique, mais c'est comme ça, voilà, je vous le dis. Ici, du coup, attaque tous les ennemis, possède 80% de chance de placer un affaiblissement pendant 2 tours, place un break def pendant 2 tours si l'affaiblissement n'est pas placé. Bon, un petit peu difficile, parce que, 80% de chance de faire quelque chose, du coup il reste 20% de chance de faire l'autre, enfin, et puis encore c'est bon, c'est très spécial. Je suis pas hyper fan, en tout cas on peut pas le considérer comme un break def, très loin de là, donc pas hyper fan de ce sort là. Par contre sur la 1, il est intéressant, il peut l'être que ce soit pour l'hydre, que ce soit pour la faction, attaque tous les ennemis, donc rien que ça, AOE sur la 1, très intéressant justement en stun, pourquoi pas dans la faction. Et du coup, 50% de chance de placer un break vitesse pendant 2 tours. Break vitesse, bon, du coup, c'est dire que le personnage en face va jouer 30% de fois moins vite. Déjà que les mobs sont assez lents en faction. Vous du coup, vous allez pouvoir jouer 2, voire même 3 fois avant que les mobs ne jouent. Donc voilà, ça peut être très 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 utile pour la faction, très 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 utile pour l'hydre, parce qu'une AOE 1, ça fait proc des maîtrises boss de clan, et puis en plus de ça, du coup ça fait pas mal de dégâts. Voilà, plutôt un bon champion qui a été remis un petit peu au goût du jour avec la sortie de l'hydre. Avant ça, il était assez peu utilisé, mais bon, en tout cas il n'est pas au niveau de Dracomorph, ni au niveau de Leorius. Ensuite, le prochain, du coup on va parler de Roxam. Roxam qui est sorti, on va dire récemment, il y a 6 mois, qui a un petit peu moins d'ancienneté que les autres ici. Bon, un personnage un petit peu spécial, vous allez voir, on va essayer de comprendre ensemble. Déjà, un lead de taux crit dans la tour de malheur de 23% de taux crit. Ok. Des statistiques de base plutôt bonnes, en tout cas c'est les statistiques de base classiques d'un DPS. Donc le passif place un buff blocage des debuffs et un buff renforcé de 25% sur ce champion pendant un tour, ainsi qu'un buff soin continu pendant 2 tours lorsqu'il reçoit un buff voile ou voile parfait. Ok, très cool, du coup un bon combo avec des Lilitu, du coup des rectrices, des choses comme ça, un Tatoura pourquoi pas. Et là du coup, attaque tous les ennemis, possède 100% de chance une fois book tous les 4 tours. Et d'ailleurs ça se débloque, enfin en tout cas cette partie là, et lorsque il est sous voile ou voile parfait, eh bien il va placer un break def affaiblissement de 25% et réduire du coup le temps de recharge de la compétence embuscade de jungle qui est ici, qu'on lira après, de 2 tours. Donc ça il va faire cette attaque là s'il est sous voile ou voile parfait. Maintenant s'il n'est pas sous voile ou voile parfait, il va juste du coup attaquer un ennemi et ici avoir 100% de chance de placer un break def ou un affaiblissement, un break def et un affaiblissement pendant 2 tours, et ensuite se placer un voile parfait sur lui-même après avoir attaqué. Donc tous les 4 tours, ça fait un petit peu long. Donc en gros, s'il n'a pas un personnage dans la team qui lui met le voile avant que Roxam ne joue, du coup il va faire ce sort là et ça va être un petit peu nul parce que il va attaquer qu'un seul ennemi. Alors que là, le break def affaiblissement est sur tout le monde et ensuite il attaque tout le monde. Donc ça c'est vraiment vraiment cool, mais faut avoir un voile dans sa team, ça nous fait un personnage en plus à mettre. Est-ce que c'est bien, pas bien? Bon, en tout cas on n'est pas hyper fan de ça. Ici, attaque un ennemi, remplit le compteur de tour de ce champion de 50%, donc ça tous les 3 tours, et ensuite possède 100% de chance une fois book de placer un debuff étourdissement d'un tour sur la cible lors d'une attaque sous buff ou buff voile. Et du coup s'il n'est pas sous buff ou buff voile, il va du coup placer un sommeil. Ok. Et ensuite place un voile parfait de 2 tours sur ce champion après une attaque sans buff voile ou voile parfait. Donc en gros lui-même va se mettre sous voile, mais du coup ça se fait en 2 temps. Vous voyez, il doit en premier faire le sort, ensuite, pour du coup se mettre sous voile, et ensuite il va pouvoir faire un gros truc lorsqu'il attaque sous voile. Bon, du coup moyen fan. Et s'il attaque un ennemi,
et il possède du coup 60% de chance de remplir le compteur de tour de ce champion de 10%. Et du coup possède 60% de chance de placer un buff voile parfait sur ce champion pendant un tour si cette attaque passe en critique. Donc vous l'avez compris, il se place un voile. On pourrait penser comme ça qu'il peut être intéressant pour l'hydre. Maintenant j'ai une petite réserve là-dessus dans le sens où c'est un personnage qui est assez squishy. On ne voit pas de dracomorph, en tout cas pas beaucoup dans l'hydre. Et pour moi c'est pas pour rien. Et c'est pas pour ça que Roxam sera un bon champion dans l'hydre. Maintenant je ne l'ai pas, donc la question pour moi ne s'est pas posée. Donc je l'ai pas testé. À voir du coup s'il y en a qui ont fait des tests, mais personnellement du coup je trouve un petit peu limité sa survie et le fait de ses sorts qui en fait il se place le voile une fois qu'il l'attaque en n'ayant pas le voile, vous voyez. Donc après une attaque sans buff voile parfait, c'est pas à chaque fois qu'il va attaquer qu'il va refresh son voile, donc du coup il y aura forcément un moment où il va prendre le fear et c'est ça qui est assez décevant. Bon voilà, c'est un petit peu spécial comme utilisation. Pas hyper fan de champion. Maintenant on va parler de Skullcrone. Alors son nom en anglais c'est Skullcrone, mais son nom en français c'est Couronne Crâne. Donc vous la connaissez très sûrement. Lead speed de 23%, vraiment très très bon en arène. Si vous êtes encore à utiliser Haute Katoon et que vous avez Couronne Crâne, passez avec Couronne Crâne. C'est en plus un très très bon personnage qui fait des dégâts. Elle a deux passifs. Un passif du coup avec Sinesha qui fait qu'elle se réanime si elles sont dans la même team, donc tous les 6 tours. Et puis un passif du coup que pour elle-même, où elle va se mettre un buff intuable sur elle-même chaque fois que ses PV vont tomber en dessous de 20%, donc, et ce tous les 4 tours. Donc ça c'est pas mauvais. Ici, attaque tous les ennemis, possède 75% de chance de placer un debuff affaiblissement pendant 2 tours. Et en fait ça c'est une attaque qui va faire pas mal de dégâts, c'est vraiment un personnage qui fait assez mal. Donc là du coup tous les 3 tours, c'est pas dégueu. Et ici sur son A1, attaque tous les ennemis une fois, et puis place une frappe supplémentaire si la cible a plus de 50% de PV après cette frappe. Et du coup, il va y avoir une deuxième frappe qui va faire pas mal de dégâts également. Vous voyez, une attaque de base plutôt bonne, 96 de vitesse, c'est correct, un petit peu de taux crit, du dégât crit. Voilà, la classique, vraiment un très très bon personnage. Si vous l'avez en early, votre arène est vraiment tranquille. Très très bon farmer également en campagne. Bon, dans les donjons, elle peut être jouée en tant que DPS. Dans l'hydre, pourquoi pas en tant que DPS. Voilà, plutôt un bon champion également dans la Doom Tower, je pense également dans Doom Tower normal. Ensuite ici, on a mis du temps à le trouver, on va parler de Arndulf. Alors je suis un pro pour niquer les noms des personnages, je pense que ça va pas louper. Donc Arndulf, bon déjà très très spécial pour un seigneur un peu moins charismatique que les autres, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? C'est un nouveau, on va le voir un petit peu. Place un buff renvoi de dégâts de 30% sur tous les alliés pendant 2 tours. Et place également un buff contre-attaque sur ce champion pendant 2 tours. Et ce, tous les 3 tours. Plutôt intéressant. Buff renvoi de dégâts sur tous les alliés, ça peut être très très bien. Parce que ça fait descendre les tours de bouclier dans le donjon du FK, du Fire Knight, du Chevalier de Feu. Également, faire des procs de maîtrise boss de clan dans le boss de clan. Ça peut être pas mal. Bon, dans l'hydre faut voir, ça renvoie quand même les dégâts, ça peut être intéressant. Par contre faites attention parce que ça fait proc du coup la tête avec les 15 stacks, ça fait monter ses stacks. Mais voilà, ok, ce sort là plutôt intéressant, le renvoi de dégâts sur le jeu qui est plutôt un buff assez fort. Ensuite ici, attaque tous les ennemis, possède 100% de chance tous les 3 tours une fois book, de mettre un debuff, un affaiblissement pendant 2 tours, et possède également 50% de chance de placer un debuff peur pendant un tour. Ok, d'accord, pourquoi pas, il attaque sur la def, il a une bonne speed de base, une bonne def de base, des PV corrects. Ok, de la résiste un petit peu boostée. Et si attaque un ennemi, possède 30% de chance de placer un debuff provocation. Ok, alors je vois pas trop ce qu'il vient faire dans ce x10, à moins que j'ai mal compris ce x10. Mais voilà, je sais pas trop ce qu'il vient faire là. Maintenant, c'est plutôt un personnage intéressant. Pour la faction, il va pouvoir vous aider. Comme je t'ai dit, si vous l'avez au début du jeu, en Fire Knight, il va pouvoir vous aider à du coup tomber plus simplement le shield du boss, ce qui est généralement le truc un petit peu problématique. Maintenant, bon, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire d'autre, entre guillemets. À voir dans la pratique. Maintenant, c'est un nouveau personnage qui est sorti vraiment très très récemment. Il m'a l'air d'être très bien noté par les quelques personnes qui l'ont noté. Voilà, à voir. Bon, en tant que farmer de campagne, je suis pas hyper convaincu. Mais bon, voilà, c'est les votes des gens. Faut pas vraiment s'y fier sur le jeu, je vous le dis carrément. Ne vous fiez pas à ça. Des personnages bons qui sont très mal votés, des personnages mauvais qui sont très bien notés. Ensuite, on va aller du coup sur Talia. Talia qui est ici, Talia, ok, donc des PV de base vraiment faibles, une attaque de base moyenne pour un personnage attaque, de la défense correcte, une vitesse correcte et puis tout le reste classique.
un lead de taux crit de 15% dans les donjons, ok. Et ici du coup, place pendant 2 tours un buff contre-attaque sur ce champion, possède 100% de chance tous les 5 tours, ce qui est vraiment énorme. Du coup pendant 2 tours, de placer un debuff affaiblissement sur tous les ennemis. Ok, bon, tous les 5 tours, c'est un cooldown qui est vraiment très très long. Généralement c'est le cooldown de certains raids, mais pas de sorts classiques comme ça. Ensuite, place un buff augmentation d'attaque et un buff augmentation de taux crit sur ce champion uniquement pendant 2 tours, tous les 3 tours, ok. Et possède 75% de chance de placer un debuff bombe qui explosera après 3 tours lorsque Phoenix se trouve dans la même équipe. Donc elle est en couple, on va dire, en combo avec Phoenix. Ok, Phoenix qui lui par contre est un bon perso. Et là, elle va attaquer 3 fois un ennemi. Bon, je pense que vous l'avez senti dans mon engouement en lisant les sorts. Talia, vraiment pas ouf, hein. Un personnage vraiment... Voilà, attaque 3 fois un ennemi, bon pourquoi pas pour le FK vraiment au début du jeu, maintenant elle sert pas à énormément de choses à côté, et si elle se buff elle-même, mais on s'en fout, voilà. Et ici du coup elle va mettre une contre-attaque et un affaiblissement, bon on s'en fout aussi un petit peu, donc vraiment pas un personnage très très fort, et vous voyez qu'elle est bien bottée, donc bon, je vous le dis, pas un personnage très très fort, bon n'invoquez pas pour elle en tout cas très clairement. Ensuite, on se retrouve sur Tachorn, Tarchon, je sais pas comment on dit. Des stats de base pour un personnage défense plutôt bonne en PVDF, la vitesse est correcte, le reste est correct, un petit bonus en précision, cool. Ici place un buff renforcé de 25% sur ce champion pendant 2 tours lorsqu'il tombe en dessous de 50%. Ok, cool. Ensuite ici, place un buff augmentation de défense tous les 4 tours sur tous les alliés et remplit le compteur de tour des alliés de 20%. Un petit boost ATB, augmentation de def. Ok, plutôt pas dégueu. Ici attaque tous les ennemis, donc une AOE, possède 100% de chance de placer un debuff affaiblissement pendant 2 tours, tous les 3 tours. C'est correct, c'est pas hyper intéressant, mais c'est pas inintéressant, ça reste correct. Et ici attaque un ennemi, possède 35% de chance de placer un debuff provocation. Correct également, ça peut être jouable on va dire dans la faction. En plus de ça, pour son boost ATB, buff def, ça peut être très intéressant dans une faction. Maintenant, à part ça... Je vois pas énormément d'endroits autres. En arène peut-être pour le boost ATB si vous avez que ça au début du jeu. Boost ATB de 20%, pourquoi pas, il a une bonne speed de base, ça pourrait être correct. Sinon à part ça, je vois pas énormément d'utilisation. Un affaiblissement tout seul, c'est pas insane. Une provocation comme ça, 35% de chance sur un seul hit. Bon, c'est pas insane, c'est du mono-cible forcément. Et ici un petit buff def tous les 4 tours. Ok, donc... Principalement le boost ATB qui nous intéresse, donc du coup principalement pour l'arène et peut-être pour le boss de clan parce qu'il met le petit buff def, même si je suis quand même pas très fan. Voilà, c'est un petit peu le tout pour le tour des champions qu'on a pu faire sur ce x10. Petit récap du coup, Leorius, Dracomorph, Katoon, Roxam en tant que légendaire. Bon bien sûr Leorius et Dracomorph largement au-dessus du lot. À vous de voir si vous voulez vraiment ces personnages pour invoquer. Toujours un petit rappel, 1x10 n'augmente pas vos chances d'avoir des légendaires, elle augmente simplement vos chances d'avoir ces légendaires bien précis si vous les obtenez. Donc il faut en fait partir du principe que vous allez ouvrir jusqu'à 200 éclats pour les antiques ou pour les voids et jusqu'à 12 éclats et plus pour les sacrés si vous voulez obtenir un légendaire. Ne partez pas du principe que vous avez une chance de l'avoir sur 40 éclats antiques ou 40 void, parce que la chance est proche de 0, en tout cas plus proche de 0 que celle de l'obtenir. Donc voilà, à vous de voir ce que vous faites comme d'habitude, vous êtes maître de votre destin. Moi je serai en live du coup vendredi matin logiquement, donc c'est-à-dire demain, ou bien dans l'après-midi. Je vous redis ça sur le Discord comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre, il sera dans la description. J'espère que ce petit récap, cette petite annonce vous a plu. On se retrouve sur Twitch ou sur YouTube, et puis bientôt pour le petit guide sur Leorius. À toutes, peace.